Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, le pic d'inondation attendu dans la soirée dans plusieurs départements du sud-ouest. Le Lot-et-Garonne a été placé en alerte rouge. Reportage avec toutes nos équipes dans un instant aux côtés des sauveteurs et des habitants. L'augmentation du nombre de personnes contaminées en France par des variants du coronavirus, elle était inévitable et attendue. Vous découvrirez les chiffres en exclusivité dans quelques minutes. Qui est donc l'homme qui défie Vladimir Poutine en Russie? Alexeï Navalny, victime d'un empoisonnement l'été dernier, vient d'être condamné à de la prison. Mais il fait trembler le Kremlin après ses révélations sur la corruption au sommet du pouvoir. Dans ce journal également, notre enquête sur un arbre qui a supplanté presque tous les autres dans de nombreuses forêts françaises. Le pin Douglas, utilisé pour l'ameublement, est accusé de détruire la biodiversité. Enfin, nous étancherons notre soif d'évasion en partant sur la trace des pharaons au Soudan. Il y a 4000 ans, ils ont bâti d'extraordinaires pyramides, moins connues que celles d'Égypte, mais inscrites elles aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le département qui inquiète le plus les sauveteurs. Ce soir, le Lot-et-Garonne a été placé en vigilance rouge, crue, inondation par Météo France. À Marmande et dans les communes voisines, le niveau de l'eau pourrait dépasser la cote de la dernière grande crue il y a 40 ans. Elle était de 10,56 m. La priorité absolue ce soir est d'évacuer les habitants. Sur place, Thibaut Malandrin et Henri Dreyfus. Les champs sont devenus d'immenses lacs. Les hameaux, de rares îlots qu'aucune route ne permet de rejoindre. Pour les pompiers, le bateau est le seul moyen d'accéder aux maisons isolées par la crue de la Garonne. Ici, entre Saint-Léger et Tonneins, elles ont toutes été évacuées. Presque toutes. 3 personnes sont encore dans cette maison, un couple et sa fille. Pour eux, la nuit a été très compliquée. Un cauchemar. Surtout pour mes parents parce qu'ils ne se font que lever. Ils n'ont rien dormi de la nuit. Et j'ai raté les cours. Les pompiers ont beaucoup de mal à progresser jusqu'à la maison. Le seul accès avec le bateau pour éviter de mettre les gens dans l'eau, c'est ici. Donc il y a le portail qui bloque. Et on a tout l'amas de bois. Finalement, c'est par une échelle que les 3 membres de la famille vont pouvoir quitter leur logement avec quelques affaires. Combien de jours? Le temps de laisser la Garonne retrouver son lit habituel. C'est mieux d'être ici que d'être en haut. On est sur une crue un peu plus importante que d'habitude, donc c'est des gens qui ne sont pas forcément préparés à la montée des eaux. Après quelques minutes de navigation, retour sur la terre ferme pour cette famille. Mais les pompiers doivent déjà repartir. Ils sont sans nouvelles depuis 3 jours d'une personne isolée. Cet homme va bien, seul son rez-de-chaussée est inondé et il a encore de l'électricité. Vous avez encore de quoi manger? Oui, de quoi manger. Il préfère rester chez lui. Je suis portant et pas malade. Je vois pas pourquoi je quitterais des lieux, quoi. Quand on est habitué, non, je n'ai pas peur. Généralement, ils savent survenir à leurs besoins. Ils ont de l'alimentation pour une semaine. Ils arrivent à avoir des groupes électrogènes pour certains. Et donc, du coup, maintenir un peu de chauffage et un peu d'électricité. Dans ce secteur de Marmande, de nombreuses routes restent fermées. Et la décrue n'est pas encore d'actualité. La Garonne devrait atteindre les 10,10 m d'une minute à l'autre. La plus importante crue depuis 40 ans. Bonsoir Henri Dreyfus, vous êtes à Marmande. On vient de voir votre reportage. Le niveau de l'eau est exceptionnellement élevé et pourtant la crue n'a pas encore atteint son niveau maximum. Oui, et pour être tout à fait précis, Gilles, eh bien, le pic de la crue a lieu en ce moment même. La Garonne atteint 10,10 m. C'est un record depuis 1981. Les digues sont donc sous étroite surveillance, mais les autorités se montrent tout à fait sereines. À Marmande, par exemple, un centre d'hébergement a été ouvert, mais aucun habitant n'y dormira ce soir. Les habitants avec lesquels nous avons discuté ne se sentent pas en danger et ne voient pas l'intérêt d'être évacués. Les pompiers du département ont néanmoins procédé à 250 interventions, mais essentiellement pour des mises à l'abri et non pour des évacuations d'urgence. La décrue devrait, elle, s'amorcer à partir de demain midi. Merci beaucoup Henri Dreyfus en direct
À une quinzaine de kilomètres plus au nord, plusieurs autres communes sont particulièrement touchées par cette crue exceptionnelle de la Garonne. Il s'agit de Bourdelle, de Bari et de Bassane. Cet après-midi, le fleuve a atteint la cote très alarmante de 9,12 mètres. Les hommes de la sécurité civile renforcent les digues de protection qui menacent d'être submergées. Regardez ce reportage sur place de Yaël Chambon et Nicolas Forestier. Sur ces images filmées par un habitant, on voit la Garonne passer au-dessus de cette digue. Conséquence, une partie de la plaine est inondée. Et un village, Bourdelle, entouré par les eaux. Les pompiers ont dû évacuer une quinzaine d'habitants par bateau. On a tout le garage, tout le bas qui est inondé. Ouais. Voilà. C'est vous qui avez appelé les pompiers Oui, parce qu'on n'a plus d'électricité, plus d'eau courante. Donc obligé d'évacuer. La digue entoure toute la commune, donc elle a commencé à passer de ce côté. Et après, un peu plus tard, elle est passée de ce côté. Donc ça arrive de toutes parts, quoi. Et même cette dame qui vit ici depuis 20 ans est surprise. On n'est pas habitué à voir des trucs comme ça. Pour moi, c'est la première fois que je vois ça. À une dizaine de kilomètres de là, la digue au-dessus du village de Bari était encore sèche ce matin. Et là-bas, il ne passait pas une goutte d'eau, si vous voulez. Maintenant, c'est une cascade qui se déverse en contrebas. C'est dangereux, il ne faut pas s'y aventurer, hein, c'est sûr. Mais ce qui serait dangereux aujourd'hui pour ma ville, c'est une rupture de digue, quoi. Il y aurait une montée rapide et toutes les maisons seraient inondées, quoi. Sur cette autre digue, c'est ce trou, certainement creusé par des animaux, qui met en danger la maison que vous voyez là. Le maire a décidé de l'évacuer. J'ai une crainte, c'est qu'il y ait une rupture. Donc je vais vous demander d'évacuer. Bon, voilà, on n'est pas dans l'urgence, mais il va falloir s'y préparer sur le début d'après-midi. Leur maison est entourée par des champs transformés en lacs. Mais difficile de se résoudre à quitter les lieux. Bon, ouais, sans doute aller à Bordeaux, qu'est-ce que t'en penses? On va voir, on va y réfléchir. Je ne suis pas encore partie. Ou chez des amis. D'abord, il faut ranger le maximum, il faut étudier. Là, on va voir. Rapidement, la solidarité s'organise. Il y en a qui montent avec qui en haut à l'étage, puis nous on va vous envoyer les meubles à mesure. Les meubles sont mis à l'abri. Et en fin de journée, le couple décide finalement d'aller passer la nuit chez des amis. Dans toute la France, 20 départements sont en vigilance crue et inondation dans le sud-ouest, vous le voyez sur cette carte, mais aussi dans le nord et le nord-est. Par endroits, la décrue très progressive a commencé. Ailleurs, l'heure est au nettoyage. Sophie Chevalreau et nos correspondants en région. Elle a d'abord englouti ses champs, puis l'eau s'est rapidement invitée chez les habitants de Maroual, dans le nord. Plus d'1 mètre dans cette cave, le propriétaire craint désormais que sa maison ne cède. Ça fragilise toute ma structure, les joints de cave ils commencent à s'affaisser. Donc j'ai un risque d'effondrement, on peut voir des fissures là, sur les murs. Les dégâts ne devraient pas s'arrêter là. Le pic de la crue est attendu cette nuit. L'Yerre aussi est sorti de son lit et aux abords de ce cours d'eau, Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Des ponts de fortune construits à la hâte pour se déplacer malgré tout. Après les crues de 2016 et 2018, l'histoire se répète pour les habitants. On reçoit l'eau de partout. Alors, vous savez, ici, Villeneuve, c'est la poubelle de l'eau. Il y a l'Yerre, il y a la Seine. Voilà, il y a tout. L'Yerre, la Seine. La Seine, montée à plus de 4 mètres aujourd'hui, poursuit lentement sa crue. Du nord au sud, la France a les pieds dans l'eau. Circulation ralentie sur les routes des Landes. Le sud-ouest est particulièrement touché. Dans cette commune de Dordogne, les employés municipaux n'ont pas d'autre choix que de se déplacer en bateau. Nicole! Ah, elle est là. Voilà. Comment ça va, Nicole? Ça va, très bien. Notre but a été de voir les gens, demander s'ils avaient des problèmes, voir les objets qui se déplacent sur la voie publique. Donc on a trouvé des tables, on a trouvé des portes. Du travail, les pompiers du Tarn-et-Garonne en ont eu eux aussi. Une voiture s'est fait emporter par les eaux et donc ça a nécessité l'engagement de l'équipe nautique du SDIS pour aller porter secours à un père et son fils qui étaient emportés par les eaux. Ici, les sinistrés sont nombreux. Ils n'avaient pas connu une telle crue depuis 18 ans. Également dans l'actualité, bien sûr, l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement a décidé, vous le savez, de ne pas instaurer de 3e confinement, en tout cas pas pour l'instant. Le ministre de la Santé a expliqué que les indicateurs ne justifient pas de mettre le pays à l'arrêt. L'attention se porte naturellement sur les variants du virus, bien plus contagieux que la souche originale. En exclusivité, Jean-Marie Bagayoko et Léa Deschâteaux dévoilent les tout derniers chiffres concernant ces variants. Jour après jour, le variant anglais progresse
et inquiète jusqu'au sommet de l'État. Ces variants, nous allons devoir y répondre. Début janvier, les variants représentaient 3,3% des nouveaux cas. Mais d'après nos informations, ce chiffre a bondi 3 semaines plus tard à 13,8%. Cette augmentation très importante, elle est très certainement due au variant anglais qui donc continue bien de progresser sur le territoire et va devenir très problématique dans les semaines à venir. Dans les laboratoires qui traquent les variants, plus aucun doute. La version anglaise s'est installée durablement. Aujourd'hui, on a une augmentation progressive de la proportion de variants anglais qui était complètement attendue. On sait que le variant anglais va à la fin remplacer le variant qui était présent avant, c'est inéluctable. Inquiétude de la communauté scientifique, notamment en Île-de-France, dans le Grand Est et particulièrement en Bretagne, où plus d'1 cas sur 5 est un variant. Sur tout le territoire, cette progression de nouvelles souches s'ajoute à une pression hospitalière déjà forte. Nos services se remplissent petitement mais continuellement. Et actuellement, on est dans une situation où nos services commencent à être complètement saturés. Et en effet, les hospitalisations restent à un niveau élevé depuis le début de l'année. Plus de 28 000 personnes, dont 3 270 soignés en réanimation. Autre indicateur suivi de près par le gouvernement, les eaux usées. Leur analyse permet d'anticiper l'évolution de l'épidémie. Et en ce moment, elles aussi révèlent par endroits la présence du variant britannique. Et ces indicateurs nous disent que les situations sont très disparates. Donc la question qui se pose en tout cas, c'est est-ce que les mesures doivent être réalisées de façon territoriale ou de façon globalisée? Autant d'indicateurs qui permettront au gouvernement d'adapter les mesures si nécessaire. Pour se protéger, notamment face aux variants plus contagieux, certains ont abandonné le masque chirurgical pour un autre type de masque, moins confortable mais plus filtrant, le désormais très connu FFP2. Dans plusieurs réseaux de pharmacies, les ventes ont été multipliées par 10 ces dernières semaines. Reportage en Île-de-France, Julien Crescent et Jean-Yves Chamblet. Je pourrais avoir une boîte de masque FFP2 s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Il n'est que midi, cette pharmacienne vend déjà sa 20e boîte de la journée. Voilà pour vous, madame. Merci. Habituée aux masques chirurgicaux, cette mère de famille change pour ce modèle plus filtrant. Moi, je suis en télétravail, mais mes enfants vont au lycée en métro, et donc je préfère pour le métro qu'ils prennent des masques FFP2. C'est pas vrai. Peu importe pour ses clients si ce modèle est vendu 10 fois plus cher qu'un chirurgical, 1 € l'unité. Car la crainte de tous ici, c'est le variant britannique, plus contagieux. Vous vous sentez mieux protégé? Oui, ça c'est beaucoup plus efficace. Plus efficace certes, mais cette praticienne prévient, ils ne sont pas tout le temps nécessaires. Dès lors qu'on est dans un espace où on peut respecter une distance d'1 mètre entre les personnes, si chacun porte un masque chirurgical, ça sera suffisant. Cet afflux de demandes a déjà une conséquence, la hausse des prix sur Internet. Sur ce site, cette boîte de 20 masques est vendue 37 €, quasiment 2 fois plus cher qu'en pharmacie. Faire de l'argent sur une crise mondiale, c'est ignoble. Ils profitent de la détresse des gens quelque part. Hein. Cette ruée sur les masques fait aussi courir un risque, celui d'une pénurie selon ce pharmacien. Si on en manque, très clairement, on va mettre en danger les professionnels de santé qui sont là pour soigner. Ce scénario est aujourd'hui écarté par le gouvernement. Aucune interdiction de vente en pharmacie n'est pour l'instant envisagée. Hier soir, dans ce journal, Emmanuel Macron a appelé les Français à rester, je le cite, extrêmement responsables face au coronavirus, notamment pendant les vacances. Pour les écoliers de la zone A et leurs parents, c'est dans 3 jours. Que faire? Rester à la maison, partir quelques jours en limitant les contacts? À Lyon, Céline Blancpain et David Paturel vous ont posé la question. Combien serez-vous à prendre la route samedi prochain, en pleine période de rebond épidémique? Très peu nombreux selon les premières estimations, à peine 10% des Français. Pour les vacances, on va pour l'instant rester ici. On va partir un peu à la montagne 2 jours et chez des amis. Puis on part en Bretagne, voilà, en espérant que ça tienne. Prendre des trains bondés ou autre chose comme ça, non. Je préfère rester chez moi, c'est mieux. Aucune restriction de déplacement pour le moment sur le territoire national, mais le gouvernement appelle les Français à la responsabilité. Pas question d'oublier le dépistage et les gestes barrières. Ah oui, là je vais me faire tester avant de remonter dans ma famille. Si on sait qu'on va avoir des contacts avec des gens proches ou des gens sensibles, dans ce cas-là, on se fera tester, oui. C'est bon, et il doit y avoir ton pantalon de ski tout en haut, peut-être?
Après avoir longuement hésité, Cyrielle et sa mère Cécile partiront quelques jours en Savoie avec des masques chirurgicaux et le besoin urgent de s'oxygéner. Au moins je peux partir et ça fait du bien de partir de la maison, un peu de changer d'air. On va faire attention aux gestes barrières, on va porter le masque à l'extérieur quand on sera dans le village ou dans les commerces. Pour les jumeaux Mathéo et Marlon en revanche, pas de séjour à la neige en février. Malheureusement, terminé, c'est annulé. Une croix définitive sur les sports d'hiver, il faudra trouver d'autres occupations. On va essayer de faire du jardinage, du bricolage. Ça gêne tout le monde, hein. Pas que moi, mais faut pas rester bloqué sur une idée négative, il faut aussi profiter. Profiter, tout en restant raisonnable, pour éviter une nouvelle flambée épidémique au mois de mars. Et concernant à présent la campagne vaccinale, Emmanuel Macron a annoncé hier soir que 4 usines pharmaceutiques allaient être mobilisées pour produire davantage de doses. Vous les découvrez, il y en a 2 en Normandie, une en Indre-et-Loire, une 4e à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Aucune de ces usines ne produira le vaccin lui-même, puisqu'aucun n'a été trouvé en France. Mais tout espoir n'est pas perdu. Le salut viendra peut-être de laboratoires de petite taille, encore inconnus du grand public. Le problème, c'est qu'ils sont financés par d'autres pays et livreront d'abord leurs vaccins à l'étranger. C'est le cas du laboratoire Valneva à Nantes. Reportage sur place de Joséphine Devambé, Manon Meunier et Mathilde Véron. Dans la course aux vaccins, il y a les géants pharmaceutiques, mais aussi de petits laboratoires français de biotechnologie, comme celui-ci à Nantes. Nous, on a commencé à travailler courant mars-avril sur ce vaccin. C'est à ce moment-là qu'on a reçu le premier échantillon. Donc on est en test chez l'homme actuellement. Si cette PME a réussi à s'imposer dans la course, c'est parce qu'elle est massivement financée, non pas par l'État français, mais par les Britanniques. 470 millions d'euros pour leurs essais cliniques et même pour la production, une usine en Écosse. Nous avons contacté plusieurs gouvernements quand nous avons annoncé le lancement de notre vaccin, puisque les financements étaient absolument nécessaires. Et il se trouve que c'est le Royaume-Uni qui a répondu le plus rapidement. Les 60 millions de doses qui seront livrées si tout se passe bien en octobre prochain serviront à vacciner les Britanniques. Un autre laboratoire en biotechnologie travaille à seulement 10 km de là, toujours près de Nantes, sur un autre vaccin très prometteur, celui-ci pour le marché français. Nous, on travaille sur un vaccin multicible, c'est-à-dire qu'on a anticipé dès le début que le virus peut évoluer et muter, notamment dans les protéines à sa surface. Eux ont obtenu un coup de pouce de l'État français in extremis mi-décembre. Rien à voir avec l'investissement britannique, 5,2 millions d'euros. Il faudrait plusieurs centaines de millions d'euros supplémentaires pour aller jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché et la production. Ça, c'est possible si on a un soutien nouveau de la part soit du gouvernement français, soit de l'Union européenne, ou alors aussi, c'est possible via des partenariats avec des grands industriels. À titre de comparaison, les 3 laboratoires Pfizer, Moderna et AstraZeneca ont reçu des milliards d'euros de la part du gouvernement américain pour développer leurs vaccins. La production de vaccins en France, l'accélération de la campagne vaccinale, l'évolution de l'épidémie, un éventuel reconfinement. Toutes ces questions seront abordées demain par le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse. Je vous donne rendez-vous en direct dès 17h30 sur TF1, bien sûr, pour une édition spéciale. Parmi les pays les plus touchés par cette pandémie, le Mexique, où le virus a fait plus de 160 000 morts. Le Mexique qui fait face à une grave pénurie de bouteilles d'oxygène. Les hôpitaux en manquent cruellement. Le gouvernement a lancé une campagne pour encourager ceux qui ont loué ces précieuses bouteilles pour qu'ils les rendent au plus vite. Regardez ce reportage de Michael Guilleux. De boutique en boutique, Myriam Rodriguez et son frère traversent Mexico à la recherche d'oxygène pour leur père malade du Covid, qui, comme beaucoup de Mexicains, se soignent à la maison. Ça fait 4 jours qu'on essaie de trouver de l'oxygène, mais il n'y a pas de bonbonnes et celles que l'on trouve sont très chères. 2000, voire 2200 euros. Depuis le début de l'année, le nombre de cas de Covid explose au Mexique et la demande d'oxygène a été multipliée par 8. Quand vous allez payer, vous donnerez le numéro 803. Les bonbonnes sont même l'objet de trafic et de vols, à tel point que la police patrouille
devant les files d'attente. Rien qu'en ayant ça dans mes mains, je deviens une cible. Mais je peux vous assurer que personne ne me l'enlèvera. Personne. Car c'est ça qui maintient mon père en vie. Donc ce sera eux ou moi. Et ce sera toujours moi. Si tant de Mexicains se soignent chez eux, c'est qu'à Mexico, le taux d'occupation des hôpitaux est de 90%. Normalement, quand on doit soigner un patient avec de l'oxygène, on le fait à l'hôpital. C'est comme ça dans le monde entier. Mais maintenant, quand les patients ont besoin d'oxygène pour 1 ou 2 semaines, et ils sont nombreux, on le fait chez eux, car les hôpitaux sont saturés. Un cercle vicieux selon cet ambulancier qui doit parfois attendre jusqu'à 8 heures devant les hôpitaux avant de pouvoir y faire entrer ses patients. Les malades attendent le dernier moment pour nous appeler. C'est seulement quand ils se sentent vraiment malades qu'ils décident d'aller à l'hôpital. Leur état s'est tellement dégradé qu'une fois hospitalisés, il n'y a plus grand-chose à faire pour eux. Avec près de 160 000 décès, le Mexique est le 3e pays le plus touché au monde. Il est aussi un de ceux qui a accueilli le plus de touristes étrangers pendant les fêtes de fin d'année. Vous nous avez posé la question avant-hier dans notre rubrique Le 20h vous répond. Que faire si vous avez commandé des lunettes de vue indispensables chez un opticien qui a dû fermer ses portes parce qu'il se trouve dans une galerie marchande de plus de 20 000 mètres carrés. C'est un cas très fréquent. Pour ne pas vous laisser dans le flou, les professionnels se sont astucieusement organisés. Regardez ce reportage de Pierre Galassio et Christophe Miolac. L'entrée principale du magasin est fermée au public. Alors pour satisfaire ses clients, cet opticien emprunte la sortie de secours. Il se transforme en livreur de lunettes. Dans ce sac, une commande passée la semaine dernière. Nous avons pris rendez-vous aux abords du centre commercial avec la cliente. Hier, nous étions considérés clairement comme un commerce essentiel. Aujourd'hui, on nous impose une fermeture. Voilà, je cherche juste la cliente. Impossible de passer commande, mais grâce à ce système, ce magasin a pu livrer pour l'instant une trentaine de ses clients. Bonjour, voici vos lunettes. Voilà, on va faire juste un petit test, si vous me le permettez. Un test de lecture, forcément improvisé. C'était une urgence ? Oui, parce que je vois rien, je peux pas lire, je peux rien faire sans ces lunettes. Heureusement qu'ils sont sympas avec nous, qu'ils nous les livrent. Franchement, je suis très contente. Cet opticien doit encore livrer une 50aine de clients qui ont commandé avant la fermeture samedi dernier. Je vous attends devant la porte 14. C'est dans le parking, hein ? Exactement. Au niveau national, 1600 opticiens sont situés dans des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, donc fermés. Entre 130 et 150 000 lunettes sont bloquées aujourd'hui dans les magasins. Nous avons fait partir différents courriers, tant au ministère de la Santé qu'au ministère de l'Économie à Bercy, pour être réintégrés dans la liste de magasins ouverts dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m². En France, 40% des ventes de lunettes ont lieu dans des centres commerciaux. Ces derniers jours, ça ne vous a pas échappé, le gouvernement a rappelé une nouvelle fois que dans toutes les entreprises et dans la fonction publique, le télétravail devait rester la règle. Dans les faits, on en est très loin. À peine plus d'1 salarié sur 10 pratique le télétravail 5 jours sur 5. Pour certains, l'isolement est devenu insupportable et de nombreux employeurs n'hésitent pas à faire revenir leurs salariés, au moins à temps partiel. Regardez l'enquête de Patrick Ninine, Alice Bacot et Vincent Rucli. Visite surprise des inspecteurs du travail dans cette entreprise d'agroalimentaire. Et donc on vient contrôler la mise en place du télétravail dans l'entreprise. Ils sont venus s'assurer que les règles sont respectées. Le patron leur fait visiter les locaux plutôt vides, car pour assurer la distanciation sociale, il a mis 2/3 des salariés en télétravail. Dans les 25 personnes administratives, aujourd'hui il y en a 9 qui sont au bureau. Les agents sont venus aussi vérifier que ce chef d'entreprise prend en considération la santé des employés qu'il a placés en télétravail. L'employeur il doit évaluer les risques qu'il fait encourir en mettant en place le télétravail. C'est-à-dire comment il supprime une partie de la relation sociale que les salariés ont dans l'entreprise et donc comment ça peut avoir un impact psychologique sur les salariés. Risque de stress, de troubles physiques, dépressifs.
Cette entreprise a défini un cadre de travail pour respecter l'équilibre entre vie privée et professionnelle. C'est le droit à la déconnexion, savoir si les salariés arrivent à se fixer des plages horaires de travail, arrivent à telle heure de la journée, en fin de journée, à dire voilà, je coupe l'ordinateur, on arrête de travailler. Après une heure d'échange, aucun grief n'est retenu contre la société. Il n'est pas toujours simple pour les chefs d'entreprise d'organiser le télétravail. Dans cette société d'intérim, tous les postes ne s'y prêtent pas. Exemple, la maintenance informatique. Là, c'est vrai que ce matin, j'ai un commercial dont le PC était cassé. Il faut bien qu'il l'amène ici pour réparation. Le télétravail, c'est bien, mais ça a comme ses limites. L'intégration des nouvelles recrues aussi s'avère difficile. C'est le cas pour Audrey, arrivée il y a quelques semaines. Elle éprouve le besoin d'être présente au moins 2 jours par semaine au bureau. Pouvoir nouer des relations, apprendre à connaître les personnes et apprendre aussi les techniques de travail. Dans cette autre entreprise, la dirigeante a dû composer avec ses salariés, la plupart d'entre eux souhaitant revenir. Il a fallu bousculer les plannings et même créer des listes d'attente. Les managers s'organisent pour pouvoir dire à quelqu'un cette semaine, toi tu vas pouvoir venir tel jour et tel jour, mais tu ne pourras pas venir tous les jours. Et le but du jeu, c'est de réussir à garder un équilibre comme ça. Le télétravail recule progressivement depuis 2 mois. En novembre, 70% des salariés qui pouvaient télétravailler y ont effectivement eu recours, contre 64% aujourd'hui. L'actualité de ce mercredi nous emmène ce soir en Russie. Hier, le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, a été condamné à 2 ans et 8 mois de prison par un tribunal de Moscou. En août dernier, on s'en souvient, il avait été victime d'un empoisonnement, sans doute commandité par le Kremlin. Depuis des années, Navalny dénonce la corruption au sommet de l'État. Esther Lefebvre. Un cœur et un sourire lancés depuis le box des accusés. Depuis ses débuts en politique, c'est la condamnation la plus sévère pour Alexeï Navalny. La Cour condamne Navalny à une peine de prison de 3 ans et 6 mois. Navalny, opposant numéro 1 au président russe, en profite pour adresser cet énième pied de nez. Vladimir Poutine entrera dans l'histoire comme l'empoisonneur de slip. L'impertinence, la provocation, c'est sa marque de fabrique. En voici le meilleur exemple. Il rentre en Russie mi-janvier devant les caméras du monde entier. Comme ressuscité après une convalescence en Allemagne, suite à son empoisonnement qu'il attribue au Kremlin. Cette peine est le symbole d'une nervosité extrême. Il est devenu l'ennemi de Vladimir Poutine. Le président russe a même dû réagir il y a 2 semaines, accusé de s'être fait bâtir un somptueux palais dans cette enquête vidéo diffusée par son adversaire, ce qu'il nie. Ça fait mal, puisqu'en fait, Navalny montre la réalité du pouvoir du Kremlin, qui est quand même une corruption à grande échelle. Et c'est pour ça que la réaction de Vladimir Poutine aujourd'hui est très forte. Une réaction forte, car Navalny bénéficie d'un soutien populaire. Avec sa femme Yulia, il galvanise les foules. De Vladivostok à Moscou, c'est un mouvement d'une ampleur inédite. Et la répression policière ne parvient pas à le faire taire. Ce dimanche, près de 6000 Russes ont été arrêtés. En France, cette question, comment préserver nos forêts tout en exploitant le bois indispensable à la construction de logements et à la fabrication de meubles? Dans de nombreux massifs, la réponse porte un nom, le pin Douglas. Dans le Morvan, par exemple, il a été planté par millions. Selon certains, il met en danger la biodiversité. C'est le grand format de ce 20h. Il est signé Noé Gandillo, Fabrice Maillard et Florian Legoïc. Vue du ciel, la forêt du Morvan semble paisible. Mais quand on redescend, le silence est rompu par le bruit de cette machine. En quelques secondes, un arbre est arraché, nettoyé de ses branches et découpé en morceaux. Ce sapin, c'est du Douglas. Et dans la région, il déchaîne les passions. Arbre magique pour les uns. J'ai pour habitude de dire que le Douglas, c'est l'envers du Morvan. Le seul défaut du Douglas, justement, c'est qu'il n'en a pas. Destructeur de forêt pour les autres. On plante, on coupe, on abîme, on plante, on coupe, on abîme, et au bout d'un moment, on n'a plus rien. Douglas. Vous n'avez peut-être jamais entendu ce nom, et pourtant, vous en avez sûrement chez vous. Le cadre de votre fenêtre, le sol de votre terrasse ou le bord de votre piscine. Un bois résistant et bon marché qui a surtout un gros avantage par rapport à ses concurrents.
Un chêne comme celui-ci met entre 100 et 150 ans pour arriver à maturité et pour pouvoir être récolté. Pour les Douglas, c'est beaucoup plus rapide. Autour de 50 ans seulement, le Douglas pousse vite, il pousse droit et surtout, son bois est de qualité. Tous ces atouts font du Douglas un bois très demandé. Dans le Morvan, il fait vivre environ 4000 personnes, comme dans cette petite scierie familiale. Pour des territoires ruraux comme les nôtres, où il y a déjà très peu d'emplois, c'est une activité qui permet aux gens du territoire de vivre. Importé d'Amérique du Nord, il est rapidement planté un peu partout. Des investisseurs y voient un juteux placement financier. Aujourd'hui, il occupe la moitié des forêts du Morvan. Cultivé en ligne droite, rien ne dépasse, comme dans une plantation de fruits ou de légumes. Et dès que le sapin est assez grand, on récolte tout d'un coup, avec des abatteuses de 50 tonnes comme celle-ci. Le simple poids de l'engin dans un sol aussi fragile que ça, vous casse tout, quoi, écrase tout. On n'a plus rien en dessous, on n'a plus d'animaux, on n'entend plus de sons, plus d'oiseaux. Et le sol est complètement pauvre, on ne trouve que des épines et des champignons par terre. Cet homme qui traque les machines, c'est Jean-Luc Pillard. Lorsqu'il s'est installé dans le Morvan, il ne connaissait rien aux forêts. Aujourd'hui, il participe à des actions militantes pour dire stop au Douglas. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il a découvert partout autour de lui ces coupes rases. Des parcelles entières de sapins rasés à blanc, sur lesquels on replante aussitôt des Douglas et rien d'autre. Une coupe rase, justement, il y en a eu une juste à côté de son chalet, il y a quelques jours seulement. À mon avis, si on a coupé des feuillus, c'est certainement qu'on va replanter du Douglas. Nous commençons l'interview quand soudain... Voilà. On coupe 2 secondes. Arrive justement l'homme qui a coupé les arbres. Nous essayons de savoir ce qu'il compte replanter. Sûrement du résineux. Ouais. Du résineux, traduction, du Douglas. Pourquoi du résineux et pas autre chose? Ça, moi je ne sais pas. Ouais, à mon avis, la réponse est facile. De toute façon, le résineux, ça rapporte. Et ça rapporte même gros. Le marché du Douglas en France, c'est aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros. Une manne financière qui profite notamment à José Encinas, bûcheron depuis 43 ans. Lui est convaincu que l'on peut gagner de l'argent tout en préservant la forêt. Il y a certains propriétaires, ils font de la coupe rase destructive. C'est l'appât du gain. Ils détruisent, ils ne replantent pas, là, c'est de la destruction. Moi, je défends le modèle du vrai forestier qui gère sa forêt comme ici. Un forestier qui ne coupe pas les sapins trop tôt, pas tous en même temps, et qui laisse d'autres arbres pousser à côté du Douglas. Voilà, il faut respecter le cycle de la nature. Le problème n'est pas le sapin en lui-même, mais la manière dont il est exploité. Ce mot d'ordre est aussi celui des autorités et du directeur du parc naturel du Morvan. Il organise ce jour-là une réunion avec des professionnels du secteur. On sait que dans le cas du Douglas, justement, il est possible de faire autrement. Son message, en finir avec ces pratiques qui détruisent la forêt. C'est en train d'évoluer, il y a une prise de conscience chez les gestionnaires forestiers. Il va falloir attendre pour en voir les effets, parce qu'en forêt, on est toujours sur du long terme, donc il faut être patient. Les choix faits aujourd'hui sont donc cruciaux. Ils définissent le visage de nos forêts pour les 50 ans à venir. Comme chaque soir, il est temps d'assouvir notre soif d'évasion. Je vous invite à remonter le temps en l'an 2000 avant Jésus-Christ, dans une région que l'on appelait alors la Nubie, aujourd'hui le Soudan. Des architectes construisaient, comme en Égypte, d'extraordinaires pyramides. Elles n'ont pas livré tous leurs secrets. Benoît Cristal et Antoine Pocry nous font visiter les dernières demeures des pharaons noirs de Nubie. De hautes silhouettes apparaissent à l'horizon, au soleil levant. Nous sommes aux portes du désert, à 3 heures de route de la capitale soudanaise, Khartoum. Nous découvrons les pyramides de Méroé. Même si vous avez parcouru le monde entier, Méroé, c'est différent. Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces pyramides ont été construites il y a 2300 ans. Elles sont les tombes de ceux que l'on appelle les pharaons noirs. Ils ont dominé toute la région durant 600 ans. Certaines pyramides ont été restaurées dans les années 80. Un habitant du village voisin nous décrit leur architecture.
Vous voyez, nos pyramides sont plus petites qu'en Égypte. Elles font 15 à 25 mètres. Il y a une autre différence importante. Les Égyptiens enterraient les momies au milieu des pyramides. Nous les avons enterrées en dessous. Elles seraient encore debout si un aventurier italien n'avait dynamité leur sommet en 1834 à la recherche d'un trésor légendaire. Aujourd'hui encore, notre guide regrette le manque de respect de certains touristes. Ici, ils ont fait des graffitis directement sur le portrait du roi. Certaines personnes ne respectent rien. Si on veut développer le tourisme à l'avenir, il faudra mieux sécuriser nos sites. 800 000 touristes viennent ici chaque année en temps normal, contre 13 millions en Égypte. Le potentiel est donc immense, mais en raison du coronavirus, voici le seul visiteur que nous avons croisé. Ce site est extraordinaire. C'est une chance incroyable de pouvoir le visiter ainsi, seul. Si on voit 1 ou 2 touristes par jour, c'est déjà beaucoup. On a vraiment hâte que tout ça s'arrête et que les gens reviennent. Malgré la crise sanitaire, un vent d'optimisme souffle sur le Soudan. En effet, l'image du pays s'améliore. Les sanctions américaines ont été levées en décembre dernier. Rien ne s'oppose plus donc à un développement du tourisme dans le désert de Nubie. Nous sommes ici aux portes de l'Afrique noire, au sud de l'Égypte. Le désert au Soudan est aussi vaste que la France entière. Le parcourir revient à remonter le temps. Nous voici chez les premiers pharaons noirs. Voici une tombe du royaume de Napata. Suivez-moi. Nous descendons 10 mètres sous terre. La tombe a été creusée il y a 2700 ans. Rien n'a bougé. Ni les escaliers, ni les hiéroglyphes, ni le mystère. Voici les prières du roi Tanoué Tamani pour demander au Dieu de lui accorder la vie éternelle après la mort. Il s'agit des mêmes rites funéraires que ceux de l'Égypte antique. Ici, c'est l'humidité dégagée par les visiteurs qui menace. Des travaux de protection devaient commencer cette année, mais ont dû être reportés. Notre guide se sent bien seul pour protéger ce patrimoine. Grâce à Dieu, les gens du village ont conscience que le site est fragile. On ne touche jamais les murs, on ne construit rien autour. Ce tombeau est celui de nos ancêtres. Sur la route, nous allons de découverte en découverte. Il y a près de 220 pyramides au Soudan. Voici les mieux conservées, celles de Nouri. L'un des rois enterrés ici, Taharqa, est même cité dans la Bible. Culminant à 30 mètres de hauteur, elles sont les tombes des premiers pharaons noirs. Pas de clôture ni de gardien ici. Nous interrompons la méditation de 2 habitants du village. Bonjour, comment ça va? Ils travaillent d'habitude avec des archéologues américains qui ont annulé les fouilles cette année. On passe la journée ici. Cet endroit, c'est un peu notre jardin. On vient s'y reposer, chercher la paix de l'esprit. Malgré son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2003, le site reste fragile. Certaines pyramides commencent à disparaître, victimes de l'érosion et de visiteurs qui les escaladent parfois. Tous les amoureux du site voudraient le voir mieux protégé. Les Soudanais viennent de Khartoum pour visiter Nouri. Plusieurs chansons parlent de ce lieu. C'est un site très populaire chez nous. À quelques kilomètres de là seulement, nous continuons notre périple sur le site de Djebel el-Barkal. Ce ne sont pas ces tombeaux de nobles du royaume de Méroé qui nous y attirent, même s'ils sont très bien conservés, mais une montagne sacrée. On dit souvent que si vous escaladez cette montagne, votre esprit va devenir plus positif. On essaye alors? Allons-y. Cette montagne de 90 mètres de haut est réputée magique. Elle nous permet de mieux comprendre l'esprit des Soudanais. Malgré l'opposition des islamistes, ils se sont toujours recueillis ici, perpétuant ainsi le culte d'Amon, le dieu du soleil durant l'Antiquité. Les gens ici respectent les autres religions, y compris celles du passé. Notre pays a connu des changements importants récemment. Désormais, tout le monde est le bienvenu pour découvrir notre histoire sur le terrain. Le royaume des pharaons noirs s'est développé durant 13 siècles,
dans ce désert en bordure du Nil. Les fouilles archéologiques, menées par des équipes françaises notamment, vont bientôt pouvoir reprendre. Après 30 ans d'histoire politique agitée, le Soudan attend de nouveaux visiteurs. Faisons un saut dans le temps. En 2021, vous vous souvenez forcément d'elle. Son énergie, sa détermination, son humour. Nous avions suivi la navigatrice Clarisse Kremer dans sa préparation du Vendée Globe pendant le confinement. Son compagnon lui envoyait des seaux d'eau pour la préparer au 40e rugissant. Eh bien, après 87 jours de navigation autour du monde, elle est arrivée 12e de la course cet après-midi au Sables d'Olonne. Jean-Pierre Ferret. Ovation dans le chenal des Sables d'Olonne. Après 87 jours seule autour de la planète, Clarisse Kremer boucle le plus grand défi de son existence. Un gros soulagement parce qu'on est stressé jusqu'au bout en fait. Et quand dans l'effervescence de l'arrivée, on lui parle d'exploits, Je sais pas, moi j'ai juste vécu sur mon bateau pendant 3 mois. pendant ce Vendée Globe, elle est passée par tous les états et a filmé avec humour et partagé avec franchise son aventure. Ça fait quelques jours que je commence tout juste à me dire que je suis partie pour le Vendée Globe et à accepter que je maîtrise rien. Mais alors là... Car Clarisse n'est pas née en Bretagne, mais à Paris, n'a pas grandi en bord de mer, mais en banlieue, et prit le départ de ce Vendée Globe 5 ans seulement après sa première transat. Alors pour elle, tout est nouveau. Oh la vache! Je dirais pas que j'avais pas signé pour ça parce que je savais pas exactement pourquoi j'avais signé, mais là franchement c'est hardcore. Hein. Sur ce Vendée Globe, elle a vécu de bons moments. Il y a un petit crabe, alors dès que je mets la lumière il se cache. Mais je pensais qu'il était mort. Ce matin, je vous propose un petit balai d'albatros. Mais d'autres furent plus périlleux. Des vagues de 10 mètres, des tempêtes et quelques moments de découragement comme ce jour où elle dut monter en haut de son mât. C'est vraiment de la merde. Voilà, l'ampleur des dégâts, j'ai honte. Je suis nulle quoi, tout le monde arrive à réparer ses voiles et moi je suis le tocard là, qui fait service. Mais elle finira par y arriver. Quelle histoire! Durant 3 mois, Clarisse n'a rien lâché. Son aventure a séduit des milliers de Français. Malgré le Covid, ils étaient nombreux à lui rendre hommage cet après-midi, au Sables d'Olonne. Ah oui, elle est trop forte. Oui, elle est trop forte. Comme tous les soirs, c'est l'heure de répondre à vos nombreuses questions. Bonsoir, ma chère Justine Corbillon. Bonsoir, Gilles. Emmanuel Macron, ici même, a évoqué hier soir la possible arrivée sur le marché français du vaccin russe, entre autres. À ce propos, est-ce qu'on pourra, dans les semaines à venir, choisir son vaccin? Non, on ne choisit pas son vaccin. Ce serait trop compliqué à organiser logistiquement. Et puis surtout, soyez rassurés, on n'homologue pas en France n'importe quel vaccin. Il faut passer des contrôles. Ils doivent avoir le feu vert à la fois de l'Agence européenne des médicaments et en France, de la Haute Autorité de Santé. Ce n'est pas encore le cas du Spoutnik, mais s'il est autorisé, il sera sans danger. Autre question très pratique qui concerne les voyageurs, qu'ils soient français ou non, qui veulent rentrer sur le territoire français. Est-ce qu'un test antigénique est suffisant? Non, il faut passer un test PCR obligatoirement. Le ministère de l'Intérieur nous l'a confirmé. La raison est simple, les tests antigéniques sont un petit peu moins fiables. Ils sont un bon moyen d'avoir rapidement une indication puisque vous avez le résultat en 15 minutes. Mais il faut toujours faire un test PCR pour avoir une confirmation. Merci beaucoup pour ces explications très claires et vous pouvez bien sûr continuer à nous envoyer toutes vos questions à l'adresse que vous connaissez désormais, le 20h vous répond @tf1.fr. Sur LCI, juste après ce journal, Elisabeth Martichoux reçoit Agnès Pannier-Runacher. C'est la ministre chargée notamment de l'approvisionnement en vaccins. Rendez-vous sur le canal 26 sur TF1. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia avec toujours ses vigilances aux crues et aux inondations dans 19 départements. Puis votre série Doc, demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Exceptionnellement, je vous retrouve à 17h30 pour suivre en direct la conférence de Jean Castex. Avant bien évidemment votre édition spéciale à 19h45, le journal à 20h. Excellente soirée à tous. Merci de votre fidélité. À demain.